Nous avons vu comment calculer l'énergie cinétique dans la précédente vidéo. Nous savons que nous allons pouvoir faire le lien entre les puissances extérieures et des intérêts forts que nous allons définir maintenant et la dérivée de l'énergie cinétique. Encore nous faut-il savoir exprimer les puissances extérieures et celles des intérêts forts. Deux cas, deux types de puissances dans notre cas. Les puissances extérieures, produites par les actions mécaniques provenant de l'extérieur du système isolé, et les puissances des intérêts forts, produites par les actions mécaniques entre les éléments du système que l'on a isolé. Les puissances extérieures, comment va-t-on les calculer? Les puissances extérieures appliquées au solide S par rapport au repère R, toujours pour les mêmes raisons, la notion de puissance d'une action mécanique est liée à celle de mouvement, donc le mouvement c'est par rapport à un repère donné. On va pouvoir la calculer en faisant le comoment entre le torseur des actions mécaniques extérieures appliquées à S en un point A et le torseur cinématique au même point A de S par rapport à R. Donc on voit bien extérieur sur S et S par rapport à R apparaître dans nos deux torseurs. Ce qui nous donne, je rappelle, la résultante des actions mécaniques fois la vitesse au point A de S par rapport à R, plus le moment des actions mécaniques en A des actions extérieures sur S, scalaire la résultante cinématique, c'est-à-dire la vitesse de rotation instantanée de S par rapport à R. Donc la puissance totale pour un solide S, ce sera la somme des puissances extérieures, c'est-à-dire des différentes actions méca qui peuvent agir sur S, et pour un ensemble de solides, pour un système de solides, alors c'est la somme des actions extérieures à sigma agissant sur l'ensemble des solides SI par rapport à R. Mais c'est bien les actions extérieures à sigma, pas extérieures à S. Puisque si c'est une action, pas extérieure à SI, puisque si c'est une action extérieure à SI, mais provenant d'un autre solide appartenant au système sigma, alors elle rentre dans les puissances des intérêts forts. La puissance des intérêts forts, c'est la puissance mise en jeu dans les liaisons entre les différents solides de mon système. Je vais l'obtenir comment? Par exemple, entre le solide S1 et le solide S2. Je vais l'obtenir par le comoment entre le torseur des actions mécaniques de S2 agissant sur S1 et le torseur cinématique de S1 par rapport à S2. Ici, S2 agit sur S1 et ici, c'est S1 par rapport à S2. Ce qui me donne la résultante des actions méca de S2 sur S1 scalaire la vitesse en A de S1 par rapport à S2 plus le moment en A de S2 sur S1 scalaire la vitesse de rotation instantanée de S1 par rapport à S2. Ok? Qu'est-ce qu'on appelle intérêt fort? En fait, il va y avoir trois grands cas de figure. J'ai une liaison motrice. Par exemple, j'ai un moteur embarqué, comme dans le cas de notre tramway qu'on va voir. Le tramway, j'ai le rotor qui fournit une puissance, qui reçoit une puissance de la part du stator. C'est ce qui fait tourner mon stator. J'ai une puissance entre les deux qui est échangée. D'accord? Donc c'est le cas d'une liaison motrice. Par exemple, la puissance d'un moteur couple le moteur fois oméga moteur. Si ma liaison est parfaite, je n'ai aucune puissance. La puissance entre S1 et S2 d'une liaison parfaite, elle est nulle. Si j'ai des frottements, j'ai une puissance dissipée, par exemple un couple résistant R, alors la puissance dans un pivot avec frottement par exemple, c'est moins CR fois oméga, oméga la vitesse existante dans le pivot entre le solide S1 et le solide S2. D'accord? Alors, pour y voir plus clair, appliquons ça à un exemple tout de suite. Déterminons les puissances extérieures et des intérêts forts dans le cas du tramway que l'on étudie comme exemple fil rouge de ce chapitre. Vous avez une partie des données ici et les données manquantes sont dans votre polycopier à la fin. On rappellera juste qu'il faut bien regarder cette partie aussi, la manière dont est modélisée la résistance au roulement et la manière dont est modélisée la résistance à l'avancement dans l'air. Important pour pouvoir modéliser les puissances engendrées par ces deux actions méca. Alors, les puissances.
Si on fait le bilan des puissances extérieures déjà. Bilan des puissances extérieures. OK. Quelles sont les actions mécaniques extérieures qui agissent sur mon tramway? Alors on va imaginer que c'est le tramway de Strasbourg, sans vouloir vexer les Strasbourgeois. Quelles sont, on peut rigoler, hein, j'entends bien, quelles sont les actions mécaniques extérieures qui agissent sur ce tramway lorsqu'il avance à l'horizontale? J'ai l'action du poids. Bon, alors, j'ai le poids provenant de la pesanteur. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le contact du rail sur les roues. J'ai les rails qui agissent sur les roues. Et qu'est-ce que j'ai d'autre enfin? Eh bien, là on ne s'en rend pas compte, mais j'ai aussi l'air sur la voiture. D'accord? Les frottements de l'air. On nous donne ces éléments-là dans le modèle. Ok? Donc il va falloir calculer la puissance dans chacun de ces cas. Bon, alors allons-y. Quelle est la puissance liée à l'action de la pesanteur? On peut regarder. J'écris torseur de la pesanteur, action mécanique de la pesanteur sur la voiture. C'est égal à quoi? C'est égal à une force moins mg 0, 0, 0, 0, 0 en g. Alors, j'ai pris un repère comme ça, x, y, et mon tramway avance dans ce sens-là. D'accord? Quelle est la vitesse? Torseur cinématique de la voiture par rapport au sol. J'ai 0, 0, 0, V, 0, 0 en G. C'est-à-dire que ma voiture, elle se translate. D'accord? Ce qui va me donner une puissance de la pesanteur sur le tram par rapport au sol qui est égale à 0 watts, unité de la puissance. Ok, donc ça, on voit que c'est fait. Calculons maintenant la puissance de l'action des rails sur ma rame. Pourquoi est-ce que je parle de la rame complète et non pas de la roue? Parce qu'on me donne le modèle de l'action de résistance au roulement. On me dit que j'ai une résistance au roulement, action des rails sur la rame. Ça me donne une résistance au roulement telle que je vais avoir moins F1 ici. Et puis ici, j'ai de toute façon mg, puisque c'est la réaction du support, 0. Et puis, a priori, 0, 0, 0, on ne me donne rien. D'accord? Que je vais appliquer au centre d'inertie. Et ça, c'est le modèle global qu'on me donne de réaction liée à la résistance au roulement et de la réaction du support. Donc je prends ce modèle-là tel qu'il est. Le torseur cinématique de la rame par rapport au rail, il est égal à 0, 0, 0,
V00 en G par exemple, ce qui va me donner, bien évidemment, comme puissance des rails sur la rame par rapport aux rails, les rails qui sont équivalents au sol, d'accord, ça va me donner comme puissance moins F1 fois V. Et on voit que c'est une puissance dissipée liée à la résistance au roulement, qui sera égale à moins E mg fois V. V en valeur absolue, puisque le signe, de toute façon, F1 va s'opposer à V. Donc ici j'ai mis un moins parce que je considère que V est positif, mais si V venait à être négatif, ici le moins disparaîtrait. D'accord? Donc j'obtiens cette puissance liée à la résistance au roulement de mes roues sur le rail, mais avec le modèle global rapporté à l'action sur la rame. Maintenant, quelle est la puissance liée à la résistance à l'avancement dans l'air? Puissance de l'air sur la rame par rapport au sol. Alors, qu'est-ce que j'ai comme action mécanique? On me donne le modèle, on me dit que je vais avoir l'air qui agit sur la rame de la manière suivante. Je vais avoir moins F2, 0, 0, et ici, a priori, 0, 0, 0. En G, par exemple, on me donne peu d'infos, on me donne juste la résultante. Je ne sais pas où elle s'applique, c'est certainement au centre de poussée. Je l'exprime en G, il faudrait déterminer le moment sinon. Mais de toute façon, on se rendra compte que ce n'est pas très grave, puisque j'ai le torseur cinématique de la rame par rapport au rail, c'est-à-dire au sol, qui est toujours égal à 0, 0, 0, V, 0, 0. En G, par exemple, c'est plutôt au centre de poussée, mais j'aurais pu mettre P, le centre de poussée, ici. Imaginons que ce soit au centre de poussée, P et P. Ça ne change rien, puisqu'ici, je n'ai pas de résultante. Dès que je fais mon varignon, ce terme-là ne changera pas. Ce qui va me donner, cette fois-ci, comme puissance dissipée, puissance de l'air sur la rame par rapport au sol ou au rail, on est d'accord, c'est la même chose, hein, égale à moins F2 fois V, qui est égal à moins K V carré, car F2, c'est égal à K fois V. Donc j'ai au final toutes mes puissances exprimées. D'accord? La puissance liée à la pesanteur, qui est nulle. La puissance liée à l'air sur la rame, qui a cette formule-là. Et celle liée à la résistance au roulement, qui a cette formule-là. Je n'ai que des puissances négatives, ça peut paraître étonnant. Pourquoi? Parce que la puissance motrice, ce n'est pas une puissance extérieure, c'est une puissance d'un des interefforts grâce au moteur. On va les calculer maintenant. Si je fais maintenant le bilan des puissances des interefforts, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai la puissance des moteurs, que je vais savoir calculer assez facilement. D'accord? J'ai également, à ne pas oublier, la puissance dissipée dans les réducteurs. D'accord? Et j'ai enfin dissipé dans les liaisons. Ici, a priori, liaison parfaite. Donc, 0 watts de dissipé à travers ces liaisons-là. Les puissances moteurs. Pmot, c'est égal à quoi? C'est égal à 12 fois le couple moteur fois oméga mot. Ça, je ne le redémontre même pas. Par contre, ça, c'est la puissance sortie de moteur sans les pertes dans les réducteurs. Dans le réducteur, qu'est-ce que j'ai comme perte?
je vais avoir, si je fais un petit schéma, j'ai en sortie, en entrée et en perte. En entrée, j'ai quoi? J'ai la puissance d'entrée. Ici, j'ai quoi? J'ai la puissance de sortie du réducteur qui est égale à neta fois la puissance d'entrée. La puissance d'entrée, c'est celle d'un moteur à chaque fois. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste? Puisque j'ai ça, moins la puissance perdue, la puissance perdue étant négative, qui est égale à ça, j'ai ici moins 1, moins neta, facteur de la puissance d'entrée. D'accord? Pourquoi? Parce que si je fais ça moins ça, puisqu'ici c'est une puissance perdue, la puissance en sortie, la puissance d'entrée est égale à la puissance en sortie plus la puissance perdue, mais en valeur absolue. Or, c'est une puissance perdue, donc il faut que je mette un moins. D'accord? Alors que la puissance en sortie, c'est une puissance que je continue à pouvoir utiliser. J'ai donc au final comme puissance dissipée dans mes réducteurs, je vais avoir moins 12 fois 1 moins neta, facteur de Cm oméga m. Au final, ici, j'ai pu exprimer la puissance moteur et la puissance dissipée dans les réducteurs. Mais les puissances intérieures, leur bilan, ça me donne quoi? Ça me donne Pmot plus Préduc, c'est égal à 12 facteur de 1 moins 1 moins neta facteur de Cm oméga m ou oméga mot, peu importe, moins 1 moins neta neta, c'est-à-dire que j'ai 12 fois le rendement fois C mot oméga mot. D'accord? Donc ça me donne ma puissance intérieure. Ce qui me donne au final mon bilan de puissance totale. J'ai P total qui va être égal à moins EMG fois V moins K fois V carré plus 12 fois le rendement couple moteur oméga moteur. C'est l'ensemble des puissances reçues ou fournies par ma rame lors de son déplacement. On sait que V sera fonction de oméga mot et que V carré aussi. C'est ce dont on va se servir plus loin pour pouvoir résoudre notre problème final.